Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Durable produit par Capgemini. C'est le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise et c'est en direct du studio du 147. Dans ce troisième numéro, nous allons parler d'un sujet qui nous projette dans le futur, mais au présent, l'innovation. C'est le 9e objectif de développement durable, les fameux ODD définis par les Nations Unies dans l'agenda 2030, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à toutes et tous et encourager l'innovation. Alors, comment permettre aux générations actuelles et futures d'avoir une nouvelle approche, d'imaginer un futur différent et peut-être plus enviable dans un environnement incertain, un futur par nature imprévisible? L'innovation apparaît aujourd'hui pour certains comme une réponse immédiate aux différentes crises, mais aussi comme un horizon pour les industriels. Alors comment arrive-t-il à relever le défi de la transition verte tout en suivant l'évolution du marché? Eh bien, on va en parler avec nos deux invités. Esther Finidori, tu es vice-présidente de la stratégie chez Schneider Electric. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Ferré-Beaumont, tu es vice-président de l'innovation et de la mobilité intelligente chez Alstom. Bonjour. Bonjour. Pour comprendre la réalité de vos métiers et aussi dessiner les contours des groupes que vous représentez ici, j'aimerais avoir d'abord que vous me décriviez ce que vous faites au quotidien, quelles sont vos missions, et puis peut-être avoir quelques chiffres clés sur vos groupes respectifs. Esther, on peut commencer avec toi pour Schneider Electric. Mon rôle dans cette entreprise, c'est d'être en anticipation de l'évolution des marchés, de travailler l'innovation, à la fois l'innovation technologique, mais aussi l'innovation de filière, de métier, de compétences et de ce qu'on appelle go-to-market, c'est-à-dire stratégie de commercialisation. Et enfin, d'élaborer la stratégie pour notre business, c'est-à-dire concrètement de savoir ce qu'on a envie de vendre et comment demain. En tout cas, on lie business et innovation manifestement. Manifestement, oui. On va avoir l'occasion d'en reparler. Stéphane Ferré-Beaumont, donc je le disais, tu es vice-président de l'innovation et de la mobilité intelligente chez Alstom. En quelques mots, Alstom, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos métiers, ce grand périmètre? Et puis, quel est le rôle d'un vice-président de l'innovation et de la mobilité intelligente? Alors Alstom, c'est la mobilité guidée, la mobilité collective, la mobilité inclusive. La mobilité, j'aurais pu dire, c'est les trains, mais c'est pas du tout que ça. On va imaginer tous les types de matériel roulant, bien sûr les métros, les trams. On est venu ici vous rejoindre au 147 en RER. Mais c'est aussi le TGV, c'est aussi tous ces matériels-là, et puis tous les systèmes qui sont autour, c'est-à-dire les systèmes dits de sécurité ou sûrs de fonctionnement, qui permettent d'assurer la mobilité de ces trains, le trafic. C'est également toute la maintenance de ces équipements-là, et c'est également ce qu'on appelle les systèmes clés en main, c'est-à-dire quand un client il souhaite acquérir l'ensemble de son système de mobilité guidée collective. Et puis, si je regarde mon périmètre, qui est l'innovation, je dirais qu'il y a beaucoup de similarités avec ce que Esther vient de dire, c'est-à-dire qu'on prépare l'avenir, on essaye d'anticiper les ruptures qui vont arriver, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient les ruptures de façon de faire du business. On peut imaginer aussi des ruptures de type de profil de client. Et tout ça, il faut l'anticiper. Ouais, l'objectif de cet échange, c'est vraiment de parler innovation, bien sûr culture de l'innovation, mais de parler aussi des innovations opérationnelles que vous avez pu mener dans vos métiers et périmètres respectifs. Esther Finidori, quand on parle innovation chez Schneider Electric, ça veut dire quoi ? Première chose, on a chez nous tout un département, on appelle ça le Sustainability Research Institute, qui est en fait un département de prospective, c'est-à-dire vraiment de compréhension et travail sur l'évolution de nos marchés à très long terme. On parle d'horizon du type 2050, voire au-delà, et qui alimente l'intégralité de l'entreprise sur les grandes ruptures de l'environnement, des écosystèmes qui nous entourent, et qui va insuffler et challenger en fait notre vision de comment le business peut évoluer, d'une vision qui est sinon relativement incrémentale vers une vision qui est beaucoup plus prospectiviste, c'est-à-dire tournée vers l'avenir. Deuxième point important que je peux vous expliquer qui illustre notre vision d'innovation, on l'a structuré en deux piliers, Innovation at the core et Innovation at the edge. L'innovation at the core, c'est savoir innover dans son domaine de compétences, d'expertise. On y investit 5% de notre chiffre d'affaires, donc c'est absolument massif. C'est structuré autour de grands hubs, Europe, États-Unis, Chine,
Chine, parce qu'en fait, l'innovation est quand même locale et associée à des marchés. Et là, on va chercher à sécuriser et puis étendre notre place sur nos marchés actuels. Innovation at the Edge, c'est très différent. En fait, ça se rapproche des concepts de venture capitalism. On va aller chercher l'innovation de rupture sur des business qui sont adjacents à notre business actuel, mais pas nécessairement directement reliés à nos modèles d'affaires. Et la vision est qu'on peut apporter à souvent ces startups dans lesquelles on va investir ou avec qui on va travailler en partenariat une accélération commerciale. Donc, on leur rend service en mettant à disposition nos capacités commerciales. Et inversement, elles vont nous apporter cette vision de l'évolution de tous les marchés connexes à notre business qu'on n'aurait pas si on se concentrait uniquement sur l'innovation de notre portefeuille de technologie. Voilà. Donc, l'innovation, c'est tout ça. C'est l'anticipation long terme et c'est la capacité à innover sur son portefeuille, mais aussi sur ce qui est connexe et adjacent à ce qu'on sait faire aujourd'hui. En tout cas, on voit bien, d'après ce que tu nous dis, que c'est évidemment, absolument central dans votre organisation, et c'est évidemment un enjeu stratégique. Est-ce que c'est la même chose chez Alstom, Stéphane ? Alors, il y a énormément de ressemblances. Moi, quand on me demande c'est quoi l'innovation chez Alstom, j'ai envie de parler de mobilité. J'ai envie de dire, l'innovation chez Alstom, c'est tout ce qui va contribuer à faire en sorte que l'innovation ou la mobilité de demain soit la mobilité qu'on aime utiliser. Vous voyez, je ne suis pas complètement certain qu'aujourd'hui, ça soit complètement le cas. Et donc, ça, c'est vraiment très innovant d'avoir des gens qui vont utiliser la mobilité que Alstom fournit comme un choix de cœur, en fait, plutôt que comme un choix imposé. Être innovant, c'est réussir à faire en sorte que globalement, et durable d'ailleurs, c'est que globalement, pour la mobilité, on comprenne que les aspects développés par Alstom, en particulier au niveau du rail, deviennent vraiment la colonne vertébrale, l'épine dorsale de la mobilité. Et évidemment, on aura des contributions ou des collaborations avec d'autres types de mobilité. Mais l'important, c'est de s'assurer effectivement qu'au bout du compte, cette durabilité de la mobilité, elle passe par des choses qui sont fournies par Alstom. Et donc, tout ce qui va contribuer à ça, pour Alstom, c'est innovant. Tout ce qui va contribuer à faire en sorte qu'on ait une meilleure attractivité de cette mobilité à l'intérieur du portefeuille en réfléchissant à la prospective, c'est-à-dire c'est quoi la ville de 2030, c'est quoi la ville de 2050. Tout ça doit être combiné pour faire en sorte qu'au bout du compte, cette mobilité qui restera un besoin, fondamentale de la société, parce qu'on parle de mobilité de personnes, mais je pourrais aussi parler de mobilité de biens. De toute manière, tout ça s'inscrit dans quelque chose qui est global au niveau d'Alstom. Et donc, l'innovation, c'est chercher à faire en sorte que cette pensée du rail, elle devienne naturelle, elle devienne quelque chose qui fasse rêver les gens et d'ailleurs les usagers ou les passagers et les opérateurs de fret. Et c'est ça, en fait, qui nous paraît super innovant pour nous. Votre activité chez Alstom, elle est effectivement directement liée à cet enjeu de mobilité et raccrochée au durable par nature, puisque effectivement on est sur le rail. Pour Schneider Electric, Esther, la partie durable, elle s'impose aussi dans cette prospective, justement, c'est devenu un thème fort dans les enjeux d'innovation. Alors je dirais on a la même chance qu'Alstom, qui est que par construction, notre purpose, c'est-à-dire notre mission d'entreprise, c'est de servir la transition énergétique et la digitalisation de nos clients. Donc en fait, vous avez en face de vous de grands groupes dont la mission business, ce qu'on veut apporter au marché et aux clients, est inhérent, de manière inhérente, très intrinsèque aux enjeux de transition énergétique et climatique. Donc bon, forcément, ça veut dire que très concrètement, on a des leaders qui sont extrêmement acculturés à ces enjeux-là. Ça insuffle une vraie culture d'entreprise sur ces thématiques et du coup, l'ensemble des enjeux de durabilité, de fait, percolent dans l'organisation et sont pris en compte à chaque niveau de la prise de décision. C'est pas juste une vision du monde qu'on peut avoir sur des stratégies moyen-long terme, mais c'est vraiment quelque chose qui va se décliner dans des décisions très opérationnelles. Pour vous répondre très concrètement, nous aujourd'hui, dans chaque projet de R&D, on va avoir des comparaisons d'alternatives éco-design sur les offres, et non seulement on va travailler à servir la transition énergétique
technologique en termes d'usage, ça a été très bien expliqué par Stéphane, mais aussi à ce que la manière ou la technologie qu'on peut apporter au marché pour le faire soit aussi durablement conçue en elle-même. Et ça, c'est des transformations, vous parliez de transformations culturelles tout à l'heure, c'est des transformations, je pense, qui sont très prégnantes, en tout cas c'est le cas chez Schneider, j'imagine chez Alstom aussi, puisque c'est inhérent à la proposition de valeur qu'on veut porter sur le marché. Chez Alstom, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'innovation depuis son idée, son lancement et puis son déploiement pour qu'on puisse comprendre le cycle de vie d'une innovation chez Alstom? Alors, il y a plusieurs, je dirais, chemins, et je vais en choisir un. Je vais choisir celui qu'on a mis en scène sur Vivatech. Pour ceux qui sont venus à Vivatech, vous avez peut-être vu sur le stand d'Alstom un robot qui a une forme de chien et qui nous sert à faire la maintenance des trains et en particulier s'assurer que une fois que la maintenance est faite, le train peut revenir au service passager en toute sécurité et avec le bon niveau de confiance dans sa disponibilité opérationnelle. Cette idée-là, elle est venue d'une réflexion d'abord autour de l'importance de la disponibilité opérationnelle. Je parlais d'attractivité. La première attractivité pour le rail, c'est que effectivement, ça soit disponible, ça soit fiable et ça tombe pas en panne. Donc là maintenant, c'est très important. Ça, c'est un grand enjeu et donc c'est quelque chose qui est au niveau le plus important. Donc des enjeux stratégiques et des objectifs stratégiques. Ensuite, il y a un certain nombre de réflexions et de collaborateurs qui vont dire comment est-ce que je peux m'inscrire, quelles sont mes idées, et donc ils vont soumettre un certain nombre de projets, d'idées, qu'on est capable de sélectionner, qu'on est capable d'accompagner, un petit peu à la mode d'un venture, un petit peu à la mode d'un accélérateur, pour faire en sorte de grandir l'idée, toujours en ayant, ce que Esther a très bien dit, la vision de la contribution au business. On a fait grandir cette idée. Intelligence collective, là. Intelligence collective, partenariat, puisque en l'occurrence, le robot vient d'un fournisseur. Ce que l'on a mis à l'intérieur de ce robot, c'est ça qui était la vraie innovation, c'est-à-dire c'est toute l'intelligence, tout le savoir-faire du monde du rail et du transport qu'on a intégré à l'intérieur du cerveau de ce robot pour qu'au bout du compte, il puisse faire sa mission. Et toute cette démarche-là, elle contribue à la valeur de l'innovation pour, au bout du compte, s'assurer qu'on va pouvoir faire la mise à l'échelle de l'innovation, qu'on va pouvoir faire l'industrialisation pour après passer, je dirais, dans une typique ligne de produit qui va effectivement mettre cette innovation, je dirais, au service du plus grand nombre de nos clients. Et sur cet exemple précis, c'en est où ? C'en est au fait qu'on est en train de le déployer, là aussi, donc en Italie, à Singapour. Ça devient maintenant un item présent dans le portefeuille que l'on peut complètement associer à des réponses aux appels d'offres de nos clients, ou voire à le proposer sur certains des contrats de maintenance que nous faisons, nous Alstom, au bénéfice de nos clients, et donc mettre à disposition ces innovations directement sur les dépôts de nos trains. Esther Finidori, donc pour Schneider Electric, est-ce que le cycle de vie d'une innovation, ça se passe un petit peu pareil chez toi ou c'est différent? Et est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, non, c'est très similaire. Alors, j'ai choisi un exemple qui est vraiment sur du temps long, parce que je pense qu'il est très intéressant, mais évidemment, il y a des exemples ou des innovations qui sont sur des temps beaucoup plus courts. L'innovation R7. Alors, l'innovation R7, ça consiste à ne plus utiliser un gaz qui s'appelle le SF6 dans nos cellules moyenne tension. Le SF6, c'est un gaz magnifique parce qu'il a des pouvoirs de coupure électrique extraordinaires. C'est un gaz très problématique puisqu'il a un impact sur le changement climatique, lui aussi extraordinaire, mais négativement extraordinaire. Alors, à l'origine de cette innovation, vous avez
une vision prospective extrêmement claire et ancrée. Là, je vous parle d'un projet d'innovation qui a pris plus de 10 ans pour arriver sur le marché. Pour arriver à investir en R&D sur une rupture technologique majeure, je pèse mes mots, on parle d'une rupture technologique majeure, ce changement de gaz était absolument extrêmement compliqué à arriver à livrer sur le bon niveau de performance attendu. Ça nécessite d'avoir un cap clair et de comprendre pourquoi on le fait en anticipation avant que le marché le demande. Évidemment, l'innovation va répondre à des besoins clients. En l'occurrence, on est vraiment sur des temps longs d'innovation et des ruptures où on commence à investir avant que le marché, en fait, ait formulé un besoin. Ces nouvelles technologies ont un impact absolument positif sur le climat par rapport aux anciennes. Et il faut d'un côté arriver à investir pour créer cette rupture technologique, de l'autre côté trouver les clients qui vont rejoindre cette appétence, qui vont rejoindre cette ambition et qui vont être prêts à tester cette technologie avant qu'elle devienne obligatoire et à les adopter en early adopter, vraiment à commencer à les déployer à l'échelle industrielle, je ne vous parle pas de pilote, commencer à vraiment les déployer pour qu'on puisse avoir les retours d'expérience de fonctionnement de ces nouvelles technologies, et puis travailler avec le pouvoir réglementaire pour préparer l'évolution réglementaire qui, demain, de fait, doit rendre ces technologies obligatoires, puisqu'il n'y a absolument pas de doute, il faut systématiser leurs usages. Et donc là, vous avez sur le temps très long l'histoire de comment on change entièrement un marché, au point où, en fait, l'environnement concurrentiel de demain ne va pas être tout à fait celui d'hier, et puis la capacité d'anticipation et de travail de manière très étroite avec les clients va nous permettre, en fait, d'être très, je l'espère, mais très performants sur le marché demain. Ce qui est intéressant, c'est que tu cites le gouvernement, tu cites aussi les clients qui vont être un peu les testeurs au début, un peu comme tu le disais tout à l'heure pour Singapour et l'Italie, Stéphane. Ça veut dire finalement que l'innovation, elle a beaucoup de parties prenantes, il y a beaucoup d'enjeux autour. On ne sort pas une innovation évidemment comme ça, bien sûr, l'innovation n'est pas une fin en soi, mais il faut aussi embarquer du monde jusqu'au pouvoir politique, parce que si la législation change et que vous êtes en avance là-dessus, j'imagine que vous avez un temps d'avance et qu'il y a un retour sur investissement. Oui, alors je pense que quand on fait une démarche d'innovation, déjà il faut partir de deux acquis qui sont on n'aura pas toutes les solutions tout seul. Dit comme ça, c'est évident, mais enfin, c'est pas toujours la réaction immédiate dans les organisations. Et puis, deuxièmement, l'innovation est très locale. L'innovation se fait avec des clients et des partenaires. Une fois qu'on a bien ces deux convictions qui sont arrêtées, de fait, on travaille sur des modèles qui impliquent très fortement tout un tas de parties prenantes. Il y a les clients. Il peut y avoir, sur certaines innovations, évidemment, le gouvernement. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer ces boucles d'innovation, d'itération avec des partenaires. Et nous, on a engagé en 2015 une réorganisation autour de la méthode agile, qui est, je suis sûre, bien connue, mais qui consiste à faire exactement ça, en fait. C'est arriver à travailler dans un écosystème d'innovation ouvert, sur des cycles très courts, pour construire et surtout le faire de la manière la plus ouverte et collaborative possible, puisque c'est comme ça qu'on va créer de la valeur, en fait, sur nos marchés. Stéphane Ferré-Beaumont, donc chez Alstom, c'est un peu la même approche. On peut dire que là, il y a vraiment aussi des similitudes. Cette méthode agile, par exemple. Beaucoup de similitudes. La méthode agile, bien sûr, il faut effectivement avoir la capacité de se remettre en cause en permanence. On est dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on va tester, on va apprendre en testant. On va aussi se remettre en cause en étant conscient que tout ne va pas réussir, mais que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas un échec en fait. C'est le fait qu'on a appris que cette solution n'était pas forcément adaptée, que ça ne s'intégrait pas forcément dans un axe stratégique, etc. etc. Donc cette culture-là de savoir en permanence réagir vite, elle est importante. Je voudrais rebondir aussi sur les cycles longs. C'est extrêmement important. On est dans des industries, tu as mentionné au début le fait qu'on était sur l'infrastructure et la résilience de l'infrastructure. C'est extrêmement vrai, et je pense pour Schneider autant que pour Alstom. On est là sur des équipements qu'on fournit à nos clients qui vont durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains d'entre eux. Et l'importance, c'est de savoir accélérer l'innovation avec des méthodes agiles à l'intérieur de quelque chose qui va durer et que l'on va devoir accompagner pendant tout le cycle de vie, pas de l'innovation, mais le cycle de vie
de l'exécution et de l'utilisation de la solution après quand elle est en exploitation. C'est extrêmement important. Et pour revenir sur ce qu'a dit Esther dans lequel je m'inscris complètement, c'est la collaboration des parties prenantes. Et elles sont diverses, ces parties prenantes. On a parlé, et on y reviendra peut-être, des startups. On parle d'autres grands groupes. On collabore avec Schneider, alors que quelquefois on est en relation commerciale, mais quelquefois effectivement c'est plutôt de la collaboration en termes de méthodologie, en termes de compétences, en termes de sujets. On peut collaborer avec nos clients. J'ai parlé de Singapour, j'ai parlé d'Italie. Évidemment, je vais parler de certains clients français qui commencent par un S ou qui commencent par un R, bien sûr. Pour pas faire de pub, mais tout ça, c'est extrêmement important. Les pouvoirs publics, ils ont leur rôle à jouer. Le pouvoir réglementaire, il doit permettre de nous donner le cadre dans lequel on peut jouer et nous donner aussi les limites sur lesquelles il va falloir se caler, on va dire, pour être certain qu'au bout du compte, la valeur que l'on apporte continue à être celle qui est attendue. En l'occurrence, pour la mobilité et la mobilité guidée, la première valeur, c'est la sécurité, c'est la sûreté de fonctionnement, c'est le fait qu'au bout du compte, le train, le rail doit rester le système de mobilité le plus sûr de tous les modes de mobilité. Et j'imagine que pour Schneider, il y a quelque chose qui est équivalent à ça. Donc tout ça fait un écosystème de parties prenantes qu'il faut animer, avec des cycles de vie et des horizons qui sont très différents pour certains d'entre eux. Et c'est ça aussi la richesse de faire cet écosystème et de faire naviguer cette innovation pour, au bout du compte, réussir à créer de la valeur. Esther, tu disais tout à l'heure qu'il y avait carrément un groupe de travail sur la prospective à l'horizon 2050. Vous avez déjà un peu une vision justement des gros sujets qui vont être importants là dans les 25-30 prochaines années. Ça résonne d'autant plus sur ce rendez-vous qui est tourné vers le développement durable que 2050, on le sait, est une date charnière, évidemment. Alors, oui, il y a beaucoup de sujets qui vont profondément transformer notre industrie. Notre mission, c'est de servir la transition énergétique et la digitalisation de nos clients. Sur le sujet de la transition énergétique, on voit aujourd'hui, on comprend bien que l'électrification profonde des usages, c'est-à-dire de tous les modes de besoin de consommation d'énergie, va être un levier extrêmement puissant pour réduire nos émissions de CO2 et puis réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Cette électrification, elle amène énormément d'enjeux qui vont très concrètement résulter dans des ruptures soit technologiques, soit de marché. Rupture technologique, par exemple, l'électronique de puissance, rupture de marché, la valorisation des flexibilités dans le réseau électrique. Quand je parle de valoriser la flexibilité, on parle bien de modèles d'affaires qui vont permettre très concrètement de livrer ces scénarios de transition dont on a tous besoin et sur lesquels la France est engagée. Côté digitalisation, c'est la même chose. On voit tous en ce moment l'actualité sur l'intelligence artificielle, par exemple. Pour que l'intelligence artificielle puisse se nourrir et livrer les bénéfices qu'on en attend, il lui faut de la donnée. Cette donnée, aujourd'hui, dans le monde industriel, en tout cas, elle est largement inexistante ou non structurée et non exploitable. Donc nous, notre enjeu d'innovation sur ce champ-là, puisqu'on fait tous les automatismes et les systèmes de supervision des process industriels, c'est de mieux amener une donnée plus qualitative, une donnée mieux contextualisée, qui demain pourra alimenter ces innovations portées par l'intelligence artificielle pour, au final, permettre aux clients d'être plus efficaces dans leur process. Voilà, tout ça, c'est des exemples. Mais quand on parle de grands champs d'innovation dans notre métier, c'est à ça qu'on a en tête. Stéphane, pour Alstom, il y a des sujets, justement, des signaux faibles ou forts déjà sur les prochaines années, décennies Alors nous, on a la chance, au niveau de la mobilité, d'avoir fait notre migration vers l'électricité il y a quelques temps déjà. Il y a toujours de mieux à faire. D'autres façons d'utiliser l'électricité, d'autres façons de la consommer moins ou de la consommer mieux. Et ça, c'est les enjeux de la transition. Vous savez, quand tous les modes de mobilité, finalement, auront assuré leur transition vers l'électrification, on s'apercevra que celui qui consomme le moins, mais vraiment le moins, ça reste le rail. Et quand je dis le moins, c'est-à-dire que même quand vous aurez des véhicules tout électriques, on consommera encore 10 fois moins par kilomètre, par passager, etc., etc. Et je dirais, au-delà de ça, il y a aussi les aspects
si on se projette sur la prospective à horizon 2030, 2040, 2050, il y a aussi les aspects de congestion des territoires. L'électrification est une réponse aux émissions de CO2, aux émissions ou à la consommation énergétique. Maintenant, si on a des embouteillages de véhicules électriques, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment répondu à certains enjeux de l'attente sociétale de demain, et en particulier à la mobilité. Donc cet aspect, au-delà de la transition énergétique, de la circulation et de la fluidité au sein des territoires, est aussi un enjeu que l'on traitera sur l'horizon qui vient jusqu'à 2050. Et sur lequel il va falloir réfléchir parce qu'effectivement les enjeux sont assez colossaux. Esther Finidori pour Schneider Electric. Ce podcast est écouté par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de décideurs. Et évidemment, sans opposer personne à personne, et même si comparaison n'est pas toujours raison, c'est intéressant de savoir aussi, dans un groupe comme Schneider Electric, comment on nourrit une culture de l'innovation. Comment on fait de l'innovation un moteur? Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'il faut rajouter parfois un petit peu de carburant à ce moteur? Comment vous faites? En fait, dans un groupe comme Schneider Electric a 180 ans. Donc, si vous voulez, vous ne survivez pas dans l'environnement économique pendant 180 ans si vous n'avez pas mis l'innovation au cœur de votre ADN d'entreprise. L'innovation, c'est un trésor, c'est un atout, puisqu'en fait, ça insuffle des modèles organisationnels qui sont extrêmement précieux pour de fait être performants sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'un modèle innovant d'organisation, c'est un modèle qui va être très orienté vers le client, capable de répondre aux besoins des clients de manière plus pertinente, plus rapide et plus personnalisée. C'est un modèle qui va attirer des talents, puisqu'en fait, les talents, ils cherchent de l'autonomie, ils cherchent du sens. Et quand vous avez l'innovation au cœur de votre fonctionnement, vous aurez la capacité à leur offrir ce type d'organisation. Et c'est un modèle qui va vous permettre d'être performant sur le marché, tout simplement. Donc, l'innovation, au-delà de l'avantage business qu'elle apporte, elle apporte aussi énormément de bénéfices en termes d'organisationnel dans votre société. Et c'est évident que la mettre au cœur de l'ADN, comme je dis, c'est une bonne idée que je peux partager avec nos auditeurs. Stéphane, pour Alstom, est-ce que tu dirais la même chose qu'Esther? C'est-à-dire, quelque part, l'innovation, c'est aussi la survie, même mieux la vie d'un groupe, et c'est normal, et c'est au cœur de nos problématiques, ou pas? Absolument, absolument. Encore une fois, je m'inscris complètement dans ce que dit Esther. Je vais rajouter quelques mots. Je dirais que, comme tu l'as dit dans la question, c'est une culture. C'est pas quelque chose que l'on met à côté. C'est quelque chose qui doit être vraiment présent au sein de chacun à l'intérieur de l'entreprise. C'est quelque chose qui est visible par tous, que chacun des collaborateurs d'Alstom peut décliner à son périmètre, que ce soit sur le quoi, sur le comment, et tout ça fait un sens. Je dirais que l'innovation, c'est presque le socle sur lequel on construit la valeur que l'on apporte via l'entreprise au marché et finalement qui contribue aussi à ce que l'on est. Et je m'inscris complètement dans ce que dit Esther. On est des entreprises qui sont là depuis longtemps. Et on est là parce qu'on a su, au fil des années, apporter ces ruptures, apporter cette innovation, et on continuera à le faire. Parce que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est vital au sens où, si jamais on le faisait pas, on meurt. C'est parce que c'est quelque chose que l'on fait bien naturellement et qui nous permet d'attirer les talents, qui nous permet de continuer à avoir cet avantage compétitif et qui nous permet finalement de délivrer, en tout cas pour Alstom, de délivrer ce qui fait rêver sur la mobilité de demain, parce qu'au bout du compte, c'est aussi ça qui est notre mission. Esther, Stéphane, merci à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, Valère. Innovez bien, continuez à bien innover. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous écouter. Je vous le rappelle, si vous appréciez l'émission, abonnez-vous, laissez-nous plein d'étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. Et puis partagez bien sûr cet épisode sur vos réseaux. Ça pourra seulement faire une chose, c'est inspirer vos contacts. À très bientôt en tout cas pour un nouveau numéro d'Objectifs Durables. C'est le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.